l'actualité israélienne ce matin, donc comme promis, et nous retrouvons notre invité chroniqueur du lundi, Denis Charbit, professeur de sciences politiques après une longue période de fête. Bonjour Denis. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver ce matin. Alors on va parler bien sûr de ces élections très importantes en Israël, ces élections qui approchent la semaine prochaine à moins de 10 jours. On est à 8 jours maintenant de cette échéance électorale. Ce seront les 5e en 3 ans et demi. Benyamin Netanyahou, chef de l'opposition depuis juin 2021, espère retrouver lui le poste de Premier ministre en s'alliant à la droite radicale, sioniste et religieuse, qui devrait au moins doubler son nombre de sièges, en tout cas ce qu'on lit dans la presse israélienne. L'enjeu principal, Denis, reste donc le même que lors des précédents scrutins, c'est départager en fait les pros et les anti-Bibi. Oui, et là, il est fort possible qu'on reste désillusionné le soir des estimations et au moment de la confirmation des résultats, parce que tous les sondages donnent une fois la coalition Netanyahou vainqueur, une fois la coalition autour de Benny Gantz et Yair Lapid victorieuse. Donc celle du centre et de la gauche avec l'addition des deux partis arabes. Donc c'est dire qu'on a quand même le sentiment, et on va aux urnes avec énormément de crainte, avec la crainte que finalement on se retrouve devant un 6e tour d'élection, ça n'échappe à personne. Et c'est le forcing qui est aujourd'hui effectué par les deux coalitions, les deux blocs, pour essayer de départager. Néanmoins, et vous l'avez dit dans votre introduction, la nouvelle donne, c'est qu'en général, c'était le Likoud qui était largement en tête, il le restera, mais peut-être plus autant, car il est, derrière lui, il est talonné par le parti de Yair Lapid, qui est autour de 25-26, quand on donne à Netanyahou 30-31. Et puis, il y a surtout, et ça peut être une révolution politique, le fait que le parti satellite, vous savez, en Israël, la structure des partis politiques est ainsi faite qu'il y a toujours un parti de gouvernement, et puis il y a toujours des partis satellites qui font entre 5 et 10 députés. Et là, on estime, encore une fois d'après les sondages, que Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich seraient en mesure de rafler 13, voire 14 députés, qui sait peut-être 15, et ceci, et c'est ça la première, aux dépens du Likoud. Le Likoud qui avait toujours cette capacité au dernier moment de mobiliser ses électeurs en disant il ne faut pas quitter le bercail, il faut rester parce que nous devons être un parti en tête, parce que nous devons former le futur gouvernement, eh bien cette fois-ci, ce discours-là vraisemblablement tient moins. Et on voit en fait que sur, on dira 3 électeurs de droite, eh bien 2 votent Likoud, un 3e vote Bezalel Smotrich et Ben-Gvir, et ça m'apparaît être une révolution politique. Ça en dit énormément sur la société israélienne. Alors la tension est quand même à son maximum en Israël. On a le sentiment que c'est une des campagnes politiques les plus violentes depuis des années, une campagne quand même assez dure avec beaucoup d'invectives de part et d'autre. On a notamment lu ce matin dans la presse israélienne cet échange, cet enregistrement audio qui s'est tenu, dans lequel Bezalel Smotrich, donc leader du sionisme religieux, s'en prend très crûment à Benyamin Netanyahou. C'est une campagne assez violente, Denis Charbit. Oui, et comme vous l'avez remarqué dans votre propos, la violence, elle est interne au bloc, c'est-à-dire elle n'est pas tant de Netanyahou contre Lapid, de Lapid contre Netanyahou, même si bien sûr ça reste le cœur de la campagne, mais je dirais que là pour le coup c'est un peu de la routine. On ressort les mêmes affiches, on ressort les mêmes slogans, ça n'a pas beaucoup changé. En revanche, le fait que cette fois-ci le Likoud, Netanyahou, ne parvient pas, semble-t-il, à ramener au bercail les électeurs qui ont tendance un petit peu à aller voir tout autour. Il l'a parfaitement fait avec le parti de Bennett il y a quelques années, il l'a fait parfaitement avec le Chasse, et là, vraisemblablement, on prétend que Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich sont en mesure de mobiliser des électeurs qui, en général, se désintéressent de la politique, mais trouvent dans ce discours radical, et c'est bien inquiétant, une bonne raison d'aller voter. Et puis, il faut surtout ne pas oublier, si Netanyahou n'a pas formé le précédent gouvernement à l'issue des élections de 2021, c'est parce que le veto a été mis par Smotrich et Ben-Gvir, à savoir qu'on ne siège pas avec un parti arabe. Et cela veut dire que Netanyahou est condamné à avoir 61 députés, ou bien ce sera la décision peut-être la plus critique qu'il aura à prendre dans sa vie politique. Est-ce qu'il reste encore à la tête du Likoud avec le blocage que cela a institué déjà depuis 3 ans, ou bien inversement, il décide de se retirer, l'homme n'est plus tout jeune, et puis après tant de multiples tentatives, y échouer une fois de plus sera une fois de trop. Mais il faut attendre les élections, restons prudents, restons objectifs, on ne sait pas finalement si
les sondages ne vont pas être le grand perdant des élections et qu'on aura une autre configuration politique qui plaise à Netanyahou ou qui plaise à Yair Lapid. Mais n'y a-t-il pas aussi, Denis, peut-être une lassitude des Israéliens? Est-ce qu'on ne doit pas craindre quand même maintenant un effondrement des taux de participation, puisqu'on l'a dit quand même, 5e élection en 3 ans et demi, on peut craindre une chute du taux de participation, hein? Alors, tout est possible, à ceci près que ça ne s'est pas produit, ni lors de la seconde, ni de la troisième, ni de la quatrième. Et à cet égard, je pense que c'est devenu un peu comme une sorte de loterie. Voilà, quand on est habitué à jouer au loto, on continue à jouer au loto et on est tous en quelque sorte des joueurs. C'est-à-dire, on se dit non, on veut quand même que celui pour qui on croit l'emporte. Il y a c'est devenu une sorte de compétition, mais voilà, de personnes et dans lequel on est peut-être, je dirais, malgré nous investis. En tout cas, on n'identifie pas actuellement un taux d'abstention plus élevé que les précédents, sauf, il faut le dire, et ça peut jouer en faveur de Benjamin Netanyahou, dans le secteur de la population arabe, où là, on prétend que ça pourrait être un taux en dessous de 40%, ce qui est extrêmement faible. Le taux israélien est de 63%. C'est bien plus faible que ce que c'était il y a 10-20 ans, où c'était au-dessus de 70%, mais il semblerait que, mais ce qui est clair en tout cas, même s'il n'y a pas abstention, il y a un intérêt total. Je peux vous assurer que dans les dîners auxquels j'ai participé ces derniers jours, on n'a pas parlé politique, on n'a pas parlé élection. C'est devenu un énième feuilleton d'une série qui s'appelle la politique israélienne. Alors, autre sujet d'actualité, Denis Charbit, très important, et Israël suit aussi de très près la situation, c'est la guerre en Ukraine. Évidemment, le Premier ministre israélien Yair Lapid s'est dit jeudi dernier profondément inquiet au sujet des liens militaires entre l'Iran et la Russie. Il l'a dit lors d'un entretien avec le chef de la diplomatie ukrainienne. Et l'Ukraine, dans le même temps, a appelé Israël à le soutenir davantage face à la Russie. Israël refuse toujours de livrer des armes à l'Ukraine. Alors, quelle est la situation concrètement pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ne comprendraient pas très bien les liens qui existent entre Israël, la Russie et l'Ukraine? Alors c'est vrai que c'est une situation compliquée, on va essayer de la résumer. Ce qui se passe, c'est la chose suivante. Sur le plan, je dirais, idéologique, sur le plan des sentiments, sur le plan de la morale politique, il est clair que et le gouvernement israélien et l'opinion publique israélienne, y compris les Russes, qui viennent donc de l'ex-Union soviétique, sont de tout cœur avec les Ukrainiens. Ils voient bien, ils identifient bien qu'il y a là une guerre d'agression menée par Poutine et les Russes. Mais il est vrai qu'Israël, d'une part, a toujours eu de bonnes relations avec Poutine en particulier et avec la Russie en général depuis les années 90. Et elle a également, et là c'est plus récent encore, des liens stratégiques depuis que la Syrie a explosé, et la Syrie a toujours été a toujours eu comme partenaire la Russie. Eh bien, là, nous avons la Russie sur notre balcon. Et donc, nous avons des intérêts, et c'est ça qui, et c'est pas très glorieux, mais c'est ça qui interdit le gouvernement israélien d'afficher une plus grande sympathie et surtout une aide militaire à l'Ukraine. Alors, nous avons multiplié les témoignages de sympathie, nous avons fait de l'aide humanitaire. En général, quand on fait de l'humanitaire, c'est qu'on n'est pas capable d'avoir une politique plus active et proactive dans la région. Alors, on a fait de l'humanitaire, on a donné du matériel militaire, mais qui n'est défensif et pas offensif. On se garde bien d'aider directement, de peur, et Poutine, vous pensez bien qu'il est un cynique, et le cynique en politique, n'a pas peur de jouer sur la corde des relations stratégiques et donc fait avancer soit les Iraniens, soit émettent des messages à Israël en disant attention, nous allons vous interdire l'utilisation de l'espace aérien qui vous permet jusqu'à présent de contrôler la situation. Donc c'est une partie extrêmement difficile. Du temps de Bennett, c'est Bennett qui était plutôt pro-russe et Lapid en tant que ministre des Affaires étrangères qui jouait la ligne pro-ukrainienne. Là, Lapid est les deux. Il est le premier ministre et donc c'est vrai que ça place Israël dans une position un peu plus délicate, mais les choses se font avec prudence. Oui. Rappelez-vous, on en a parlé d'ailleurs à cette antenne, l'agence juive qui est menacée d'être fermée. Donc la Russie n'entend pas laisser Israël apporter l'assistance militaire que de tout cœur elle voudrait lui apporter, et ça gêne un peu les relations avec Zelensky, effectivement. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Je pense qu'on a fait le point assez complet sur l'actualité. On va parler bien sûr des élections, on continuera à en parler avec vous la semaine prochaine, puisqu'on vous retrouve tous les lundis sur Radio J. Oui, Denis, vous souhaitiez ajouter un dernier mot?
Oui, je dis qu'on va se retrouver la veille des élections, donc on pourra vous donner vraiment les dernières estimations, les dernières interprétations, et on verra après. Absolument. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Denis Cherbit, et à la semaine prochaine.